Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve aujourd'hui pour parler non pas des Titans, ça c'était la semaine dernière, et si vous avez raté l'épisode, n'hésitez pas à aller l'écouter sur votre plateforme d'écoute préférée, mais pour parler de leurs rivaux de division, les Texans, les Houston Texans, qui eux aussi font une intersaison. On va voir comment la qualifier avec nos invités du jour. Je ne vais pas la qualifier moi-même, je vais la laisser la qualifier. Pour être avec nous dans cette émission, on accueille le propriétaire du compte Texans France. Bonjour cher ami, comment vas-tu ? Salut à tous, ça va super bien. Et un autre fan des Texans, Aurélien. Salut Aurélien, comment ça va ? Bonjour. Écoute, très bien. Eh ben, si tout le monde va bien, c'est parfait. Et pour représenter TFA, parce qu'il en faut bien un, alors Seb n'est pas là aujourd'hui, donc on passe le bonjour à Seb. Je l'ai remplacé par quelqu'un d'au moins aussi talentueux. C'est mon Bertrand. Salut Bertrand, comment ça va ? Ah, aussi au moins talentueux, j'espère bien. J'ai dit au moins aussi, je n'ai pas dit plus ou moins. Bonsoir à tous, bonsoir aux free agents qui nous suivent et qui nous ont rejoints depuis qu'ils ont signé leur contrat. Écoute, ça va et je suis heureux de participer à l'émission. On va parler d'une franchise qui est dans vraiment un bon move de réussite et puis surtout avec beaucoup de talent maintenant. Alors, tant qu'on en est à parler des podcasts, je signale à nos auditeurs que la semaine prochaine, mercredi 17 avril, nous enregistrerons le podcast spécial draft, normalement avec des copains de The Trick Play. Donc, ce sera disponible à partir du jeudi 18. On parlera des prospects de draft qui vont venir à partir de la draft, c'est du 25 au 27 avril à Détroit. Voilà, ça, ce sera pour le podcast spécial draft la semaine prochaine. Mais avant, on se penche sur le cas des Texans qui sont donc très actifs dans cette intersaison. On l'avait un peu pressenti avec la saison réalisée en 2023. On savait que ça pouvait potentiellement attirer du monde. Première question pour notre ami de Texans FR. Est-ce que ça te surprend, toi, cette intersaison ? Est-ce que tu voyais tes Texans aussi actifs que ça ? Je crois qu'on n'avait plus vraiment le choix et que on arrive sur le moment où il a fallu être décisif et Caserio a été décisif et c'est pas fini parce que la draft arrive et je m'attendais pas à autant de choses, autant de grosses signatures, mais ravi. Oui, ravi. On va dérouler quelques signatures. Je pense que sur le papier, tout du moins, il y a de quoi être ravi. Même sentiment, Aurélien ? Oui, effectivement, hyper content. Après, je pense qu'on avait aussi beaucoup de monde à remplacer. On avait pas mal de départs aussi, donc on avait besoin d'être actif. Alors, on va commencer par évidemment la signature qui a fait beaucoup de bruit la semaine dernière. Je crois que d'ailleurs que les notifications X feu Twitter de notre ami Texans FR ont grillé à l'occasion de ce trade du mercredi. C'est l'arrivée de Stefon Diggs du côté des Texans. Stefon Diggs, il faut quand même le rappeler, c'est 6 saisons consécutives à plus de 1 milliard en réception. C'est quand même pas rien. C'est le 3e meilleur receveur en nombre de yards sur les 5 dernières saisons. Bref, c'est quand même un très très gros morceau qui signe chez les Texans. Est-ce que c'était la pièce qui manquait, Aurélien, pour peut-être faire basculer l'attaque dans une dimension encore plus performante que ce qu'elle était déjà ? Je pense que ça crée une menace partout, en fait. On se retrouve avec un nombre d'options pour CJ Stroud entre Mixon dans le backfield, Dalton Schultz re-signé en tight end et une grosse profondeur en receveur, en fait, puisqu'on se voyait probablement partir avec Nico Collins, Tangdale et probablement Noah Brown en 3e receveur. Aujourd'hui, ça redécale Noah Brown en 4, on a encore Mechie, on a encore Robert Woods, s'il est encore là au début de la saison. On a vraiment un corps de receveurs qui fait peur à tous les partout, quoi. Oui, c'est effectivement le mot peur, je pense que ça va être l'un des mots qu'on va pouvoir ressortir le plus souvent. Stefon Diggs qui arrive, c'est vraiment un épouvantail dans cette division. Ça va vraiment donner une cible de choix à CJ Stroud de Texans FR. On cherchait un WR1 et on pensait qu'on allait vers un WR1 malgré la saison de Nico Collins qui reste quand même incroyable l'année dernière. Aller chercher Stefon Diggs, c'est quand même fou. C'est quand même fou et comme tu le dis,
C'est quelqu'un qui a fait ses 6 dernières saisons avec plus de milliards, mais au final, sur toutes ces saisons, il est sur une moyenne de milliards. Le mec est ultra productif et on se retrouve avec le meilleur trio de receveurs de la NFL. Et c'est incroyable. Ouais, c'est clairement le meilleur trio et un quarterback dont on sait qu'il est capable de tirer le meilleur parti de ce trio. Et c'est peut-être ça qui est bien, parce que des équipes qui ont eu des bons receveurs, il y en a eu. Pas forcément avec le bon quarterback derrière, et des équipes qui avaient un bon quarterback, mais pas forcément avec les receveurs à disposition, il y en a eu aussi. Là, on a vraiment l'impression que chez les Texans, il y a un peu les deux qui sont... Alors après, encore une fois, c'est sur le papier, hein. Il va falloir que la vérité du terrain parle. Malheureusement, si c'était toujours aussi simple que de construire une équipe, ce serait beau. Est-ce que vous avez l'un et l'autre été surpris par le prix demandé par les Bills? C'est un second tour, hein, de draft, si je dis pas de bêtises, C'est ça. pour Stefon Diggs. Est-ce que toi, Texans FR, ça te paraît pas un peu faiblement payé? Je sais qu'il y a beaucoup eu cette critique en disant, dis donc, ils l'ont pas finalement. Bon, pour Stefon Diggs, un second tour, ils s'en tirent très très bien, les Texans. On s'en tire très bien, surtout que si on refait le montage avec le trade de Mixon, etc., on le paye pas très très cher. Et au niveau du contrat, on le paye pas très très cher non plus. Après les Bills avaient un gros contrat sur le dos. Ils devaient re-signer pas mal de monde, etc. Et sur un joueur qui commence qui est plutôt jeune. Donc, il fallait qu'il bouge et je pense que du côté des Bills, c'était difficile de demander plus et d'avoir quelqu'un en face capable de mettre plus, surtout. Bertrand, on t'a pas encore entendu sur le cas Stefon Diggs, alors je vais te passer un petit peu la parole quand même. Est-ce que toi, c'est une signature qui t'a surpris? Est-ce que les Texans entrent dans une nouvelle dimension, eux qui nous ont déjà plus que surpris lors de l'année dernière? Une signature qui m'a surpris, oui et non. Non, parce qu'en fait, on sent bien que la franchise texane arrive dans un process et dans une construction vraiment bien équilibrée avec des mecs Ryans et Casiro. Ça, ce sont des choses qui, de toute façon, attirent les joueurs, quoi qu'il arrive, quoi qu'on en pense. Et c'est les joueurs en soi, on leur mot à dire oui et non, mais je veux dire, au moment, les tractations, ça joue aussi. Et au final, Stefon Diggs, il arrive, et il sait qu'il arrive aussi dans un collectif qui fonctionne très très bien. Là où je vais être plus nuancé sur le conte de fées, entre guillemets, c'est justement l'effet que pour le moment, les Texans étaient une équipe de jeunesse, on va dire, avec Stroud, avec Nico Collins qui était un deuxième année, on va dire comme sophomore, Tank Dell qui est en tant que rookie, et donc cette jeunesse, cette cohésion de groupe, elle était là. Maintenant, un joueur qui est beaucoup plus, attention, le mot est fort en disant diva, mais en tout cas, qui est quand même un joueur qui a beaucoup plus d'années, de bouteilles, et entre guillemets, qui fait partie du star system de la NFL, s'intégrer à tout ça. Lui, il a trouvé ça sûrement très chatoyant et intéressant de pouvoir arriver dans cette franchise en voyant la réussite au bout. Mais est-ce que toute cette mayonnaise va prendre aussi facilement qu'on le pense? On sait que c'est un équipe très instable, 53 joueurs, et donc attention à ce que le conte de fées ne devienne pas tout de suite quelque chose de plus mauvais au final. J'ai confiance en Demeco Ryans pour tenir le Stefon Diggs. Je sais pas pourquoi, je le sens bien. Mais Stefon Diggs, d'ailleurs, on sait pas trop comment il est parti des Bills de Buffalo. À mon avis, on n'a pas tous les dessous de l'affaire sur les relations entre Stefon Diggs et l'entourage de joueurs, hein. On a eu, alors il y aurait eu une dispute avec Josh Allen, notamment au tout début de saison. On sait que là, le drama de la nuit dernière, c'était qu'il a liké un post disant que la Bills Mafia était la pire fanbase de toute la NFL. Bref, enfin, ça a pas l'air très très beau. Le divorce, les histoires d'amour finissent mal en général. Lui, c'est déjà la deuxième fois, hein, parce que déjà quand il était parti de chez les Vikings, c'était déjà un petit peu compliqué. Bref, en tout cas, Alors c'est pour ça que je me permets de dire que effectivement, on voit bien le joueur, il y a ce qu'il montre au public en règle générale, on voit quelqu'un de très sympathique, mais comme tu as dit, ça fait 2 exemples, il est parti difficilement des Vikings, il part difficilement des Bills. Voilà. Est-ce que après, il n'a pas des prétentions lui aussi? Et c'est vrai que là, se retrouver dans ce process et dans ce que les Texans sont en train d'avancer, parce qu'on voit bien qu'on est sur une équipe qui a quand même du talent avec tout ce qui vient d'arriver également à la free agency.
au final, voilà, est-ce que tout ça va prendre aussi facilement? Bien sûr, on n'est pas Madame Irma, on va pas dire qu'on le sait, on sait ce qui va se passer, mais attention, il faudra mettre l'attention à un moment donné. Oui, effectivement, c'est toujours une possibilité. Vous l'avez signé pour 1 an, hein, c'est ça le contrat? Il a été. Il me semble qu'il a été réduit à 1 année. Voilà. Donc, dans le pire des cas, ça se finira assez rapidement. Voilà. Mais on l'a vu déjà venir s'entraîner sous les couleurs des Texans et avec CJ Stroud. Donc, il a fait un premier pas qui est plutôt positif pour l'instant. Effectivement, il y a eu une vidéo qui est sortie il y a quelques heures où on voyait Stefon Diggs s'entraîner avec CJ Stroud et d'autres, je crois. Il y avait un ou deux autres Tank receveurs. John Mechie. Voilà, il y avait un ou deux autres receveurs qui étaient là. Tankdale, d'ailleurs, comment il va? Vous avez des. Enfin, vous a pas appelé, je pense, mais vous avez des nouvelles? C'était le matin. Tous les matins. Non, il a fait sa rééducation, tout va bien, et il court, donc Bien. tout va bien, et a priori, il aurait rien perdu, et il dit qu'il reviendra aussi fort, voire plus fort qu'il n'est parti. Donc on attend de voir ça avec impatience. Ça promet. Autre arrivée importante, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, Aurélien. Enfin, tu as esquissé son nom, si j'ose dire, c'est Joe Mixon dans le backfield offensif. On avait Devin Singletary l'an dernier comme running back. Il y a Joe Mixon cette année. Est-ce que pour toi, il y a une plus-value, Aurélien, par rapport à ce qu'il y avait avec Devin Singletary? Ouais, je pense qu'il y a une plus-value. Bon, déjà, je pense que Mixon, ça parle à tout le monde. C'est un nom dans la NFL. Je pense qu'il sera meilleur que Singletary, surtout au niveau de la passe. Et quand on connaît le système de jeu des Texans et de Bobby Slowick, les play-action joués, etc., c'était quelque chose de nécessaire. Souvent en third down, on se retrouvait avec Ogumbo Wale pour pouvoir, au lieu de Singletary qui était un peu moins bon à la passe, là Mixon est capable de jouer sur les 3 downs et vraiment apporter sur la passe une menace en plus, quoi. C'est quasiment un receveur de plus. Très, très bon kicker aussi Ogumbo Wale, d'ailleurs. Tant qu'on en parlait, on a pu voir ses talents de kicker pendant la saison. Et c'est pas donné à tout le monde. Hein. Ça a l'air facile d'être kicker. Ça l'est pas du tout, croyez-le. Joe Mixon, en carrière, c'est 97 matchs, 6412 yards courus, 49 touchdowns. Là, je ne parle que de la saison régulière et je parle donc de sa carrière à Cincinnati, puisqu'il a fait les 7 premières années de sa carrière NFL dans la même franchise, à savoir les Bengals. Est-ce que t'es pas un peu inquiet, toi, mon cher Texan CFR, de cette adaptation? Est-ce qu'on peut réussir à passer de cette franchise des Bengals aux Texans sans trop de difficultés? Écoute, il avait l'air de pas avoir forcément, en premier lieu, forcément apprécié d'être parti des Bengals après autant d'années. Mais a priori, il s'est adapté très très vite à la culture texane parce que il est devenu hyper productif sur Twitter pour soutenir les Texans. Donc, j'imagine que l'adaptation au final va se faire, en tout cas du côté personnel. On verra du côté pro sur le terrain, mais j'ai aucun doute là-dessus. C'est un tweetos averti, il va falloir que tu le contactes. Essaye de monter un truc. Je vais pas monter un live Twitch. Très très présent depuis l'échange, hein. Et il soutient beaucoup la franchise, donc on verra ce que ça donne. Ouais, c'est plutôt de bonne augure. Bertrand, Joe Mixon, sur ces 3 dernières années, je parle en yards de ligne de scrimmage, c'est-à-dire réception plus course, c'est 1519 yards et 16 touchdowns, 1255 et 9, et 1410 et 12 touchdowns l'année dernière. C'est quand même des chiffres qui, une nouvelle fois, vont faire passer cette attaque texane vraiment dans une dimension où ça va devenir très difficilement contrôlable pour les équipes adverses. Oui, tu l'as bien cité, on a des stats qui quand même sont intéressantes, sachant qu'en plus, si on parle de la base même qui fait réussir un coureur, c'est la ligne offensive aussi, avec une ligne offensive du côté des Bengals, qui était quand même largement poreuse. C'était pas leur force.
On est... Voilà, Joe Burrow pourra s'en plaindre suite à ses multiples blessures qu'il a pu contracter. Mais au final, il a eu ces performances-là avec cette ligne offensive-là. Bon, je veux dire, avec Larry Tunsil du côté des Texans et consorts, on a une ligne offensive qui est quand même beaucoup mieux organisée, avec toujours donc des coachs et un système de coaching au niveau de Demeco Ryans et de son staff qui est quand même qui a donné un équilibre à cette franchise. Moi, je pense que c'est la bonne recrue, au-delà donc de Stephen Diggs, où on attend de voir. Moi, j'ai peu de doutes sur l'adaptation de Joe Mixon dans cette équipe, dans ce qu'il va produire et du step-up qu'il va apporter par rapport à Devin Singletary qui lui a fait un voyage du côté des Giants. Mais bon, on est juste capable de récupérer en ce moment les seconds couteaux des autres équipes. Oh, second couteau. Non, mais... Oh là là, il dévalorise sa franchise, c'est terrible ça, alors qu'on sait tous que Devin Singletary est capable de faire quelques bons matchs dans la saison. Rassurez-le, amis des Texans, dites-lui que Devin Singletary est un très bon running back. Il nous a sauvé la vie. Mais oui, et il va suppléer Saquon Barkley comme jamais personne n'aurait pu le faire. Voilà, c'est aussi simple que ça. On a dit qu'on mentait pas, donc on va pas aller là-dedans. Est-ce que toi, Aurélien, tu vois, en parlant globalement de toutes les arrivées, parce qu'on peut pas toutes les citer, malheureusement, on n'a qu'une petite demi-heure. Est-ce que tu vois l'attaque des Texans plus forte qu'elle n'était l'année dernière? Oui, tout à fait. On va avoir un CJ Stroud dans sa deuxième année qui aura pris de l'expérience. On pensait que Bobby Slowick, possiblement, pouvait partir pour une position de head coach, il reste. Donc on a une continuité. Et puis tous les joueurs qu'on vient de citer en addition, re-signer Schultz en tight end, comme je le disais avant. S'il n'y a pas de blessure, on a eu beaucoup de blessures sur la O-line l'an dernier, on devrait récupérer et donc avoir une O-line au moins en début de saison qui devrait tenir la route. Au final, il n'y a pas de points faibles. Enfin, il y a très peu de points faibles dans cette attaque aujourd'hui. Il n'y a pas de faux pas. Il n'y a pas de faux pas dans votre intersaison, en fait. Parce que dans les équipes, on peut dire toujours il y a des faux pas, il y a des choses qui sont mal faites, même dans les très fortes. Mais là, non, on dirait que tout coule de source, les arrivées, les re-signatures, voilà. C'est cette sérénité qui impressionne. Quelque chose me dit, mon cher Bertrand, que ce ne sera pas le seul podcast qu'on va faire de la saison avec les Texans. Je ne sais pas pourquoi, je le sens bien. Je sens que vous allez être souvent invités, les amis. Je vous le dis comme ça tout de suite. Ça va. Bon, je vous le dis comme je le pense. Mais non, très clairement, c'est une attaque qui devrait rouler. On va parler de la défense dans quelques temps. Mais c'est vrai, Texans FR, on n'en a pas parlé de Dalton Schultz parce que ce n'est pas une arrivée, c'est une re-signature. C'est aussi un élément important dans cette attaque. Une cible de choix pour CJ Stroud et une de plus. extrêmement convaincant, présent pour les touchdowns. Que demander de plus à un tight end? Oui, voilà. C'est presque parfait, mais c'est vrai que quand on a fait nous tout ce qui était article sur notamment sur les franchise tags et tout, en regardant les besoins de chaque franchise pour les joueurs importants, c'est vrai que Dalton Schultz, c'est pas un joueur, je sais pas ce que t'en penses, hein, Bertrand, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais c'est pas un joueur qui est beaucoup cité quand on parle, tu vois, même des meilleurs tight ends de la ligue et tout. On parle pas souvent de Dalton Schultz, et pourtant Dieu sait qu'il est très très important dans le jeu des Texans. Il l'était déjà chez les Cowboys de Dallas aussi d'ailleurs. Ah oui, non, mais là, de toute façon, Dalton Schultz, il apporte une plus-value qui est improbable. Et de toute manière, lorsque les Cowboys se sont séparés, je veux dire, on dirait franchement que les Texans n'attendaient plus que ça de tomber dessus. Et puis, je reviendrai au moins sur juste les contrats ou les signatures et les montants que j'ai sous les yeux de chaque élément qui a rejoint les Texans ou qui a re-signé. On est sur des choses qui sont toujours bien équilibrées. On n'a rien qui fait sauter la banque. Alors, évidemment, le cas de CJ Stroud qui est dans son contrat rookie, et s'il continue d'avoir ces performances-là, feront qu'à un moment donné, il faudra reconsidérer, puisqu'il y aura une grosse part dans le salary cap. Mais au-delà de ça, on sent que Caziero a mis vraiment beaucoup de sérénité, je répète, d'équilibre et puis de bien manager les choses pour qu'il y ait une équipe qui soit vraiment très performante dans une AFC Sud qui, en plus, pour le coup, on reviendra dans d'autres émissions, mais bon,
des autres équipes n'ont pas mis autant de sérénité dans les choix qu'ils ont fait, ça c'est sûr. Oui, alors après, il y a eu énormément, on en parlait un peu hors antenne, il y a eu énormément d'arrivées dans cette AFC Sud. Je rappelle qu'on a fait un épisode sur les Titans la semaine dernière. Si vous avez envie d'aller l'écouter, que ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à y aller aussi, où on parle avec Titans FR, que l'on salue, de cette intersaison de Tennessee, qui partagera donc cette même division avec les Texans, que je suis heureux de voir mes Saints avoir joué contre la AFC Sud l'année dernière et non pas l'année qui vient, puisque nous serions probablement repartis avec un 0-4. La défense maintenant. Défense avec une arrivée. Là encore, une arrivée notable, une arrivée, oserais-je dire, de poids. Oui, puisqu'il y a quand même du poids. C'est celle de Daniel Hunter. C'est celle de Daniel Hunter, l'ancien défenseur des Vikings du Minnesota, qui est donc arrivé chez les Texans. Là encore, Texans FR, c'était peut-être l'un des plus gros noms du marché sur ce poste, et il arrive une nouvelle fois chez vous. Alors, je me souviens plus si c'était le grand nom, le plus grand nom à ce poste-là, mais en tout cas, c'est sûr. Il y avait Brian Burns avant, mais bon. Voilà, il y avait Brian Burns et Daniel Hunter. C'est ça, oui, d'ailleurs, qui était perçu chez les Texans aussi, mais comme un peu tout le monde, parce que on a eu en plus le départ de Greenard assez vite. Pas de la place pour tout le monde. Donc, il a fallu trouver un DE, et ça, c'était une cible sûre. Et donc, le bébé, il fait 120 kilos, j'ai regardé quand même. Pour savoir. Ouais, il termine une saison à 16 sacs. La ligne, et les lignes, de toute façon, que ce soit offensive ou défensive chez les Texans, c'est un sujet important. La O-line a bien été travaillée ces dernières années, un peu moins la D-line. On se retrouve avec Will Anderson l'année dernière, qui, au final, d'aller chercher le 3e tour pour lui, est ultra payant. Et de l'autre côté, on lui met Daniel Hunter. On est en train de reconstruire une D-line incroyable. On a un peu d'espace chez les D-tackles à combler aujourd'hui, qui va se faire sûrement un petit peu pendant la draft. Mais oui, Hunter qui arrive chez les Texans. Pièce de choix. Quoi, aussi. Ouais. Oui, non, il y a de quoi faire. Toi aussi, Aurélien, content de l'arrivée de Daniel Hunter? Oui, je pense que personne ne peut être malheureux de l'arrivée de Daniel Hunter dans son équipe. Pas grand monde plus que triste. Faut bien le reconnaître. Mais effectivement, Greenard est parti, comme disait Texans FR, Greenard est parti très rapidement en free agency. On espérait tous qu'il soit remplacé par Hunter du coup. Le fait qu'il soit texan, je crois, a beaucoup aidé, puisqu'il il avait des offres plus importantes. Effectivement, ça nous fait une défense assez impressionnante et qui va faire peur elle aussi, en tout cas sur les côtés. Effectivement, dans l'axe en defensive tackle, il y a peut-être un peu plus de boulot, même si Denico Autry peut pourquoi pas jouer dans l'axe. Mais je pense qu'effectivement, ça va être à la draft. Mais oui, c'est sûr que c'est 16 sacs et demi, ça se refuse pas. Non, ça se refuse pas. En parlant de gros sackers dans la FC Sud, on rappelle, pour ceux qui auraient manqué l'information, que Josh Allen, du côté des Jaguars, a re-signé. C'est 17 sacs et demi, lui, l'année dernière, pour Jacksonville. Un contrat de 5 ans et 150 millions de dollars, donc 88 millions pleinement garantis. Voilà, ça c'est pour les Jaguars de Jacksonville. Ça va saquer de partout l'an prochain en AFC Sud, moi je vous le dis. Bertrand, Daniel Hunter, Will Anderson, on est vraiment sur du très 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 bon niveau défensif. De toute façon, comme l'a très bien dit Texan FR, on a un très bon choix avec Will Anderson Jr. Voilà. Après, il y a des choix de draft qui ne payent pas, d'autres qui sont des bonnes choses. Donc, on a moins de possibilités de se tromper, on va dire. Attention, tout est relatif quand je dis ça, mais sur des postes comme ça défensifs ou des receveurs ou autres, les quarterbacks, c'est toujours des sujets un peu sensibles. Il y a peu d'élus qui arrivent à percer aussi loin.
que des Patrick Mahomes ou des CJ Stroud, mais au final, non, des bons choix. Je parlerai aussi de Aziz Al-Shaair, où on sent bien que le tam-tam du côté des Ryans et de ce qu'il a pu vivre aux 49ers a fonctionné aussi. Donc, il est arrivé. Et Jeff Okudah, qui était drafté en 2020 du côté des Lions et qui, lui aussi, rejoint cette équipe qui est déjà assez forte dans le backfield défensif avec Derek Stingley Jr. Pareil, que peut-on dire quand on parle de qualité, on commence à un peu trop flatter cette équipe, je trouve. Oui, c'est vrai que moi aussi. Voilà. On dirait un conte de fées. On espère juste que justement. Que la citrouille ne redeviendra pas. Le carrosse ne redeviendra pas citrouille au mois de septembre. Je ne pense pas, mais bon, après. On ne leur souhaite pas. C'est surtout et on ne leur souhaite pas parce que c'est. Eh bien, je veux juste faire une aparté là-dessus, et je pense que nos deux invités ne vont pas me contredire. Quand on pense qu'ils sont passés par le super masseur qui les a quittés là, pour aller chez les Browns, c'est avec Jack Esterby au niveau de. Ne parle pas de celui dont tu ne veux pas prononcer le nom, mon cher Bertrand. Voilà, ça va encore nous amener des problèmes. N'en parle pas. Et de Jack Esterby qui était aux manettes pendant un moment et qui a eu aussi son nombre d'affaires derrière lui par rapport à tout ça. Voilà, ils reviennent de loin, et quand on voit en si peu de temps ce que cette équipe est devenue grâce à Casiro et à Demeco Ryans, je dis bravo, je dis chapeau, et je pense que ça devrait être, si toutes les équipes, les franchises pouvaient un peu imiter ce modèle de réussite, ça serait merveilleux. Mais c'est impossible, vu le contexte et la façon dont sont faites les équipes, c'est impossible d'avoir toutes les équipes qui réussissent. Mais tu fais bien de le préciser, parce qu'on a la chance d'avoir un public parfois assez jeune et qui découvre la NFL et qui nous suit. Et c'est vrai que pour ceux qui la suivent, par exemple, depuis quelques mois, la NFL, il faut bien vous imaginer que les Texans, et nos deux invités pourront vous le confirmer, les Texans, il y a encore quelques mois de ça, quelques gros mois de ça, on va dire que c'était pas l'équipe qui faisait le plus trembler la NFL. Des années très sombres. Voilà. Très sombres. Des années. Il n'y a pas besoin d'aller loin. 2022, je pense qu'on peut parler de 2022. C'était déjà pas. C'est l'arrivée de Caserio, de toute façon, qui a tout changé. Hein. Ils étaient en lice. Normalement, si tout s'était bien passé, ils devaient avoir le premier choix de draft en 2023, logiquement. Si tout s'était passé normalement. Mais bon, voilà que ça ne s'est pas passé normalement. Mais n'empêche qu'ils ont eu le deuxième. Enfin, le bilan était très, très compliqué pour les Texans. C'est même l'an dernier, quand on avait fait les prédictions de l'AFC Sud, on voyait cette équipe texane remonter, être bien mieux que les dernières années, mais pas forcément au niveau, je ne sais pas si vous l'attendiez à ce niveau-là, mais ça quand même, je pense, c'était pour vous une demi-surprise de les voir à un tel bilan et même en play-off. Ouais. On nous voyait fond de tableau. Tout le monde avait... c'était 30, 31, 32. Hein. C'était pas plus que ça en début d'année. Moi, j'espérais un milieu de tableau, honnêtement, mais j'ai tendance à être très optimiste. Cette année, 7 victoires, nous, on avait mis. Bon, c'était pas mal déjà. Mais cette année, j'ai pas été assez optimiste, tu vois, et au final, on s'en sort vraiment bien. C'était que du bonus, en fait. Il n'y avait pas de stress pour les matchs, il n'y avait pas de problème. Hein. Tous les matchs qui étaient gagnés étaient juste de la pure joie, parce que que du bonus. C'est ça. Vous saviez d'où vous veniez. Dans cette équipe conte de fées, comme dirait mon cher Bertrand, qu'est-ce qui vous manque encore, Texans FR? Quel poste, vous, notamment pour la draft? Alors, on rappelle que les Texans, si je dis pas de bêtises, n'ont pas de premier choix de draft. Hein, c'est de premier tour. Premier tour de draft, et non pas, c'est le choix 42, je crois, le premier choix des Texans. Quels sont les besoins encore qu'il y a dans cette équipe? Defensive tackle. Je pense que ça sera un premier choix à faire. Ça dépendra un petit peu qui sera disponible à ce deuxième tour. Parce que s'il y a un très très bon cornerback, je pense que ça pourra partir aussi sur ce deuxième tour. Mais majoritairement, pour moi, c'est vraiment les deux postes à les combler en premier lieu. On pourra ajouter de la profondeur sur les receveurs, éventuellement, peut-être running back, et encore peut-être pas cette année. Peut-être sur les linebackers, ça serait pas mal aussi d'avoir un peu de profondeur et de jeunesse pour les années futures. Mais les vrais gros postes et les gros joueurs pour aller chercher, pour moi, c'est defensive tackle et cornerback.
Très bien. Donc, encore un petit peu de défense pour les Texans de Houston. Une dernière question avant de vous libérer. La même question pour vous deux, question qui vous avait été transmise. On va commencer par toi, Aurélien. Est-ce que pour toi, les Texans, regarde dans ta boule de cristal, est-ce que les Texans peuvent faire mieux qu'en 2023? Question compliquée. Allez, road to New Orleans. Ouais. Alors, je pense qu'on est armé effectivement pour. La différence par rapport à l'an passé, c'est le calendrier quand même. Le fait d'avoir fini premier de division et non pas quatrième change énormément le calendrier. Maintenant, on s'est armé pour faire face à tout ça. Le recrutement a été bon, Caserio a fait un boulot exceptionnel, donc je vais dire que oui, on est armé pour mieux faire que l'an dernier. Dans une AFC Sud compétitive et dans une AFC ultra compétitive, Texans FR, est-ce que tu vois les Texans aller faire encore mieux, alors renouveler le titre de champion et faire encore mieux en playoff que l'année dernière? Comme je disais tout à l'heure, j'ai pas été assez optimiste l'année dernière. Aujourd'hui, je suis ultra optimiste et de toute façon, la franchise, elle est dans un win-no mode parce que aussi, comme on l'a dit, on va profiter du contrat rookie de CJ Stroud tant qu'il est en contrat rookie et j'envisageais une participation au moins au Super Bowl dans les 3 prochaines années. Avec ce qui est en train de se passer maintenant, honnêtement, pourquoi on n'irait pas cette année? Ça fera pas trop loin en plus, hein. Ouais. Houston, New Orleans, bon, c'est pas à l'autre bout du pays non plus, quoi. Hein. C'est pas à côté, d'accord. Ça se fait pas à pied, mais c'est pas non plus, c'est pas l'autre bout du pays. En tout cas, nous on vous accueille à la Nouvelle-Orléans en tant que fan des Saints. Je vous le dis, nous vous accueillons. Nous on y sera dans les tribunes, mais on y sera et on vous accueille avec grand plaisir pour la Nouvelle-Orléans. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous. Alors pour les autres, vous restez hein, bien évidemment dans le podcast puisqu'il y a une deuxième partie avec Bertrand. On va parler de l'actu, de tout ce qui s'est passé cette semaine. Un grand merci Texans FR. Est-ce que tu peux nous dire tiens, un instant promo de ton compte quand même sur Twitter, toute l'actu? Vous faites toute l'actu des Texans, des live aussi? Alors, c'est simple, on fait des live tweets, mais c'est simple, c'est le seul compte Texan France qui existe. De toute façon, il sera identifié dans le titre du podcast, comme ça vous pourrez aller le rejoindre. Et je le dis à chaque fois qu'on a un compte FR qui nous fait l'amitié de venir avec nous, c'est que de toute façon, même si vous n'êtes pas fan de la franchise en question, n'hésitez pas à suivre tous les comptes français de franchise parce qu'ils font en règle générale tous du très bon boulot et ça permet d'avoir des infos sur les franchises, même sans forcément être fan de celle-ci. Il n'y a pas besoin d'être fan des Texans pour avoir quelques infos sur CJ Stroud ou sur Tank Dell, par exemple. Voilà, c'est ça. Et vous pouvez même nous mute tant qu'on a des followers. Nous, ça nous va. Oui, non, mais c'est vrai que, par exemple, pour certains live tweets, si tu veux pas avoir des notifications, t'es pas obligé d'activer les notifications pour tout le monde, mais tu peux même suivre. Ça peut être toujours sympa. Donc, il faut soutenir toutes les équipes françaises, voilà. On est d'accord. Allez suivre Texans FR et soutenez toutes les équipes. Alors, on va pas tous les citer, mais ils viendront nous voir de toute façon pendant la saison. Mais vous les trouvez facilement, généralement, si vous likez Texans FR dans les suggestions, vous allez avoir les 3 autres de la même division, puis les autres. Généralement, ça vient dans les suggestions. Oui, mon Juste une question à nos invités, très rapide, en un mot. C'est qu'est-ce qui, pour l'un et pour l'autre, vous a fait aimer cette franchise finale? Qu'est-ce qui vous a fait aimer cette franchise? Aller chez les Texans. Alors, on commence par Aurélien. Allez, Aurélien, on commence par Aurélien. Qu'est-ce qui t'a fait aimer les Texans? Alors moi, ça va être un peu drôle parce que c'est l'époque d'Eshaun Watson, d'Andre Hopkins. Non, Bertrand, reste sur ton siège. Désolé. C'est normal, c'était assez spectaculaire à l'époque, hein, malgré tout. C'est ça, et 2 ans après, il n'y en avait plus aucun des deux. Donc voilà. Continuer à les aimer, ce qui est quand même bien. C'est ça. J'ai fait l'ouverture de la saison à Houston en 2022 avec Davis Mills et Lovie Smith. C'était sympa au Energy Stadium, il n'y avait pas grand monde. Les places n'étaient pas chères. C'était cher ou pas? Non, c'était pas très cher. J'avais un très bon siège du coup. Moi, il y a un truc qui pourrait me faire aimer les Texans.
je les aime comme ça, mais encore plus, c'est le nom de votre kicker. Voilà. Parce que Kymie Fairbairn, déjà, c'est rigolo. Mais alors, son nom complet, si jamais vous avez jamais été regarder le nom complet de Kymie Fairbairn, allez sur Pro Football Référence et tapez Kymie Fairbairn. Et vous verrez son nom complet. Et le premier qui est capable de me le dire sans respirer, eh ben, peut-être que je l'invite à boire un café. Voilà. Si j'avais su, je l'aurais appris. Ouais, ah bah, vas-y, hein, t'as encore jusqu'à la fin si tu veux, mais là, il va te falloir un peu de temps. Il va falloir répéter, C'est puis ça. tu reviendras pendant la saison. Et toi, Texan SFR, comment t'es tombé amoureux de cette franchise à cornes? JJ Watt, Cushing. Ah, bah oui, mais oui, Ouais, JJ Watt. ouais. Mais oui, comment a-t-on pu faire un podcast sur les Texans sans même évoquer JJ Watt? Voilà. C'est presque un sacrilège à ce point-là. Non, mais on comprend. Tiens, un petit avis aussi sur les maillots. Il y a des nouveaux maillots confutés, ça vous plaît ou ça vous plaît pas? Bon, ça change pas diamétralement, hein, d'accord. Mais bon. J'aime bien le fait qu'il y ait un élément qui personnalise vraiment le nom de la franchise. Après, j'attends de voir le vrai reveal pour savoir ce que ça vaut. Mais comme tout maillot, c'est difficile de les aimer quand t'es habitué à quelque chose, tu sais, Ouais. des nouvelles choses. Oui, on n'aime pas la nouveauté. Mm. En tout cas, merci beaucoup Texan SFR d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Aurélien aussi de ta présence dans ce podcast. C'était très sympathique. Et puis évidemment, vous pouvez relayer le podcast sur tous vos comptes. N'hésitez pas. Et on se retrouve bien évidemment pendant la saison, pendant les playoffs et peut-être même pour la preview du Super Bowl. Mais bon, d'ici là, on a encore un peu de temps. Merci à vous et on se Allez, retrouve au Super Bowl. ça Ciao. marche. Merci, les gars. À bientôt. soirée. À Et nous, bientôt. Bertrand, on continue la deuxième partie de l'émission avec l'actu de la semaine centrée autour d'un point, parce qu'il y a quand même eu une petite info cette semaine qui concerne Kansas City. On va encore nous dire qu'on parle que de Kansas City. Alors, en fait, avec Kansas City, nous arrive un problème. Je vais tout te dire, mon Bertrand. C'est que soit on en parle et on nous reproche de trop en parler, soit on en parle et les fans des Chiefs nous disent vous en parlez mal. Donc, en même temps, et nous, comme on est un petit peu masochistes, on continue donc d'en parler. C'est ça qui est quand même fantastique. Donc les Chiefs de Kansas City, c'est pas de notre faute s'ils ont fait l'actualité. C'est quand même pas, c'est pas nous qui avons décidé de voter cette future taxe, ou plutôt ce prolongement de taxe, parce que c'était pas une nouvelle taxe, c'était le prolongement d'une taxe qui devait servir à financer la rénovation du Arrowhead Stadium. Sauf que voilà patatras, et bien cette taxe a été ce prolongement de taxe a été refusé par les personnes habitant dans le comté et donc refusé même assez largement, à 58, quelque chose %, presque 59% des voix. Et donc, cette taxe ne se prolongera pas. Ce qui veut dire que pour rénover le Arrowhead Stadium, il va falloir trouver d'autres fonds. Bien, ça c'est les faits. Le bail des Chiefs avec la ville de Kansas City dure jusqu'en 2031, donc jusque-là, ce ne sera pas remis en question, ça, il y a aucun problème là-dessus. Mais les Chiefs ont annoncé que, éventuellement, si aucune solution qui leur semblait convenable ne serait trouvée à l'horizon 2031, alors ils pourraient déménager. Les Chiefs ailleurs Eh qu'à oui. Kansas City, t'y crois ? Eh ben, écoute, franchement, pourquoi j'étais autant surpris de cette nouvelle et de tout ce qui s'est passé et surtout de la décision des votants? Alors, je pense qu'effectivement, il y a un impact économique assez important, qu'on ne connaît pas foncièrement nous, hein, par rapport peut-être juste au niveau des infos que l'on a et qui sont, succincts, par rapport à la situation sans rentrer vraiment dans le détail économique et les impacts au niveau des citoyens. Mais je veux dire, ce qui m'étonne le plus, c'est qu'on parle d'une franchise qui est en totale réussite. C'est pas comme une franchise, je pense, comme je repense aux Rams, qui sont partis à Saint-Louis pendant une période pour retourner à nouveau à Los Angeles, et qui, pour le coup, n'étaient pas foncièrement dans le même move de réussite que peuvent avoir les Chiefs. Et là, au final, on dirait que voilà, bon, bah, ils réussissent, ils gagnent des Super Bowls, ils ont un super quarterback, mais bah, ça suffit pas à convaincre toute la population locale également par rapport à tout ça, ou tout le moins les élus, qu'ils peuvent mettre des sous dans cette rénovation et faire en sorte que ça perdure là-bas. Et donc, on dirait que tout ça est interchangeable assez facilement.
Sachant que tu l'as bien déprécisé dès le départ, mais il faut rappeler aussi que le changement, je crois, a un coût quand même quand on déménage une franchise. Je crois que la dernière fois, c'était 650 millions de dollars pour les Rams de Saint-Louis, hein, l'exemple dont je parlais. Donc, au final, c'est un peu surprenant sur ce point-là. Et c'est ça qui, moi, m'a interpellé au final. Après, qu'est-ce qui, tu vois, tu parlais du succès, effectivement, il y a le succès des Chiefs, donc on pourrait se dire, ah bah les gens sont contents, leur ville est bien représentée, etc., etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de se dire, oui, mais les gens qui votent, qui payent du coup cette taxe, bah, sont peut-être pas forcément ceux qui peuvent se payer le fait d'aller au stade aussi. C'est peut-être ça le truc, tu vois. Tu payes pour une rénovation de stade où tu iras peut-être jamais. C'est là que le bas blesse, c'est-à-dire qu'on voit bien que malheureusement, même nous en tant qu'Européens, sur des prix de billets pour aller voir un match, on est. Ça fait longtemps que j'étais voir un match de soccer. Venez à Dunkerque. À Dunkerque, c'est 8 €. Allez à la Baie des Champs, à Auxerre, c'est 10 € la place. Voilà, petite aparté promo. C'est prévu pour la JA. Allez la JA. Et au final, bon, je sais que voilà, pour des matchs européens de soccer, c'est quand même des places qui sont relativement chères. Et au final, là, on multiplie ça par 3 facilement en NFL. Donc, voilà, mais dans les places qui sont Et en derrière, plus, pour 2 J à Kansas City. oui, dans les places qui sont derrière les embutes ou tout en haut des tribunes, et on a commencé à voir des choses. Alors, je sais que les prix se morcellent en fonction de la réussite de l'équipe, et comme l'a dit tout à l'heure Aurélien, fan des Texans, il avait été voir en 2022 pour un prix, il n'a pas donné le prix, mais je pense pour un prix plus que raisonnable, Oui. et où il y a peu de monde. Mais on avait eu les Panthers qui avaient fait 99 centimes le voilà. billet cette année, pendant la saison 2023, pendant un match là. Bon, d'ailleurs, ils avaient gagné. Oui, et par exemple, mais comme tu dis, le souci, c'est qu'on est aujourd'hui sur des gens, des propriétaires, des lobbyistes, beaucoup de gens plutôt fortunés qui peuvent se permettre d'aller voir les matchs de NFL tout au long de la saison, ou vraiment des fans, la classe moyenne haute, on va dire, de la ville, peut-être de Kansas City, avec des possibilités financières quand même beaucoup plus importantes. Et après, on a sûrement aussi, comme en France ou dans le système européen, un système d'abonnés où au final, l'achat de tickets à l'unité ne se fait plus. Donc, on a perdu ce côté peut-être populaire, en fait, qui faisait aussi l'essence même de ce sport, et qui, aujourd'hui, la population de Kansas City, au final, a donné, par l'intermédiaire de ce vote aussi, son sentiment vis-à-vis de son équipe. Après, le coût du déménagement, c'est un vieux chiffon rouge, hein, qui est lancé, qui est agité devant les yeux des fans d'une équipe et d'une ville. On a là le cas, alors pour Kansas City, ça concerne les Chiefs de Kansas City, ça concerne aussi les Royals de Kansas City. L'équipe de baseball, si elle doit refaire complètement son stade. Donc là, c'est un autre problème. Je pense que Charles Triss et Jérémy et Nico en parleront très bien dans The First Pitch, qui est le podcast MLB. Si vous ne l'écoutez pas, allez écouter le podcast MLB des équipes de TF1. Mais on a donc cette ville entière, ces deux franchises qui menacent de déménager. Et cette menace pèse à partir du moment où, dans les sondages, il a été vu que le vote devrait être serré. C'est à ce moment-là que le propriétaire de la franchise a commencé à se dire « Attention, si vous votez contre, on partira. » Tu vois. Bon, visiblement, ça n'a pas eu l'effet escompté. Bon, mais n'empêche que des dizaines de propriétaires de franchises l'ont déjà fait dans des dizaines de villes. Si de toute façon vous nous donnez pas ce que vous voulez, on partira. Dans les faits, les déménagements sont assez peu nombreux. Sur les dernières années, on a eu les Rams, tu l'as dit, qui sont partis à Los Angeles, et on a eu les Raiders qui sont partis à Las Vegas. Mais on a très très peu de déménagements au final de franchise. Donc est-ce que c'est pas finalement juste un chantage ? Oui, après, il est fort possible que ça soit ça, hein. On soit encore dans un effet, comme tu l'as dit, de levier pour, en tout cas, pas obliger les gens, mais les culpabiliser en disant, vous voyez, ça sera un peu de votre faute si la franchise déménage. Mais bon, maintenant que c'est entériné sur ce vote,
Il va Malheureusement, falloir trouver une autre solution maintenant, ça c'est sûr. On voilà, va il va trouver autre falloir chose. trouver une solution. C'est une manière aussi, le vote des gens, de dire, bah, nous, on ne souhaite pas contribuer au portefeuille pour faire la rénovation du stade. À vous de trouver, en tant que gérant en tant qu'institution et en tant que gérant de tout ça, des fonds nécessaires, privatifs, pour pouvoir faire en sorte faire en sorte que le stade réponde aux nouvelles normes actuelles également de la NFL. C'est une bataille. C'est là, on est un peu sur le poker menteur. Maintenant, on balance aussi. On va peut-être en parler, de toucher un mot également après. Mais effectivement, le maire de Dallas qui ouvre une On va porte en également parler tout de là-dessus. suite. Donc, voilà. On- Voilà. Donc, transition oblige. Voilà, Je t'en prie, transition vas-y. parfaite. On va en parler tout de suite parce qu'effectivement, si les Chiefs se déménagent, il va bien falloir qu'ils trouvent un terrain d'accueil parce que les Chiefs vont pas disparaître en 2031. Ça, déjà qu'ils déménagent de Kansas City, les chances sont, reconnaissons-le, plutôt faibles. On va pas dire inexistantes, mais assez faibles. Les chances qu'ils disparaissent du jour au lendemain sont inexistantes. Donc, il va falloir leur trouver un terrain d'accueil. Et ce terrain d'accueil pourrait-il bien être Dallas? Dallas, ton univers impitoyable, qui, par la voix de son maire, a décidé de dire, eh ben nous, les Chiefs, écoutez, les gens du comté ont voté contre le prolongement de cette taxe. Nous, on vous offre tout ce que vous voulez et vous venez vous installer à Dallas. Alors, quand il a été question de cette relocalisation des Chiefs, beaucoup avaient pressenti, si déménagement il y avait, que ça pouvait se diriger plutôt vers Saint-Louis. Saint-Louis qui avait perdu donc les Rams, qui sont maintenant à Los Angeles, et on avait eu ce truc-là de se dire, Saint-Louis qui a une équipe en UFL voudrait retrouver la NFL, donc évidemment, ça se pourrait. Quand j'ai parlé des déménagements, j'ai parlé des Raiders et j'ai parlé des Rams, j'ai pas parlé des Chargers aussi qui ont bougé, qui sont passés de San Diego à Los Angeles. On avait donc cette idée-là de se dire pourquoi pas. En plus, il y a une histoire assez personnelle avec les Chiefs, le Texas et tout. Donc la figure de Dallas émerge aujourd'hui comme la candidate la plus sérieuse pour accueillir les Chiefs de Kansas City. La question va être très simple, mon cher Bertrand. Est-ce que tu y crois, toi, que les Chiefs puissent aller à Dallas? Faut reconnaître que les Chiefs et les Cowboys dans la même ville, ça manquerait pas de sel. Ouais. Ah, c'est certain. Au niveau des patronymes, en tout cas utilisés, on est sur quelque chose qui pourrait faire de belles histoires. Il manquait plus que les Redskins, si on est d'accord. Et voilà. Et puis alors là, on finit en beauté. Là. En soi, comment te dire ça? Je pense que déjà, comme tu disais, historiquement, et en plus, je ne sais pas si c'est coïncidence faisant, mais nous, passionnés de football américain, essayons de vous faire partager tout ça le mieux qu'on peut, on se documente, on regarde certains documentaires, et il y en a un qui est fait d'ailleurs sur la période des Chiefs, quand ils étaient justement les Chiefs de Dallas. Il ne faut pas l'oublier, puisque cette franchise, auparavant, a été justement dans les années 60 sous le papa Hunt, puisque maintenant c'est Clark Hunt, son fils, qui gère la franchise, mais justement ils étaient basés à Dallas, et donc c'était les Dallas Chiefs. Donc en fait le maire actuel de Dallas fait aussi drague un peu la franchise par rapport à cet élément historique du fait de pouvoir revenir sur les terres d'origine, on va dire. Maintenant, en soi, c'est ce monde de la NFL, là où il est compliqué, c'est que justement, comme tu as dit tout à l'heure, avec les Chargers qui sont à Los Angeles, les Rams qui sont à Los Angeles, il y a des gros marchés. Et les gros marchés, c'est du business, c'est de l'argent, et c'est ça qui fait fonctionner, même si on a vu chez les Chargers et les Rams que les franchises n'avaient pas trouvé leur public. En fait, au final, ça reste un public très neutre. Pas de passionnés, mais de gens qui viennent voir un spectacle. Au final, c'est ça un peu le problème. Et la franchise se faire brinque-baller comme ça, à mon avis, ça va être, ça passera moyennement. Et même le déménagement à Saint-Louis paraît encore moins probable du fait de mettre le nom Chiefs sur une franchise qui a déjà été sous l'appellation d'un autre patronyme. Voilà, donc c'est compliqué. Dallas fausse les cartes, comme on dit tout à l'heure, drague un peu tout ça. Mais au final, pour faire revenir une franchise d'antan, mais est-ce que, même s'il y a la place, même si Dallas est une grande ville et un énorme marché,
est-ce qu'on va pas s'y perdre un peu dans tout ça, à essayer de faire des doubles teams, on va dire, dans les grands marchés comme New York, Los Angeles, et Voilà. on voudrait Parce le merder. qu'effectivement, il y a la place. S'il y a que ça, tu vois, on a entendu des choses en disant oui, mais ça ferait 2 franchises à Dallas. Oui, mais ça existe depuis très longtemps à New York, la double franchise. Ça existe depuis quelques années maintenant, peu d'années, mais quelques années à Los Angeles, comme tu l'as rappelé. Voilà, avoir Dallas, ça reste une énorme ville et un énorme marché. Donc, le fait d'avoir deux franchises en soi, bon, ça posera pas, elles vont pas se marcher sur les pieds, hein. Il n'y a pas de risque. Mais d'empêche que, voilà, ça reste l'hyper-concentration de la NFL dans certaines villes est-elle souhaitable? Ça, c'est un débat qu'on pourrait Oui, tout à fait. avoir. Mais c'est voilà, parce qu'après, est-ce que ça va pas créer un effet pervers où du coup, quand il y aura des villes qui en auront 2, il y aura des villes qui en voudront 3, tu vois? Oui, oui, en plus, surtout qu'on est aux États-Unis, donc cet effet de réussite et de toujours mieux réussir que l'autre, et de mettre comment on va dire, de mettre une carte supplémentaire sur la pile, bah, c'est toujours ce qui plaît aux États-Unis. Donc oui, il y aurait aussi cet effet pervers. Bon. Maintenant, n'oublions pas une chose qu'à New York et à Los Angeles, c'est que historiquement, c'est vraiment, on peut le dire quand même, c'est vraiment les deux grosses entités des États-Unis, et que en plus là, si on parle historiquement, les Jets et les Giants, on remonte quand même à des années à la base de la pour le coup. création de la NFL. Bon, Los Angeles c'est venu un peu après, mais malgré tout, voilà, on parle de historique, très historique. Ouais, Los Angeles, oui, c'est arrivé il y a quelques années, notamment avec la construction du SoFi Stadium. Mais tu vois, des villes émergentes en sport américain, je pense à Las Vegas, par exemple, qui voudrait, pourquoi pas aller après se racheter telle ou telle franchise, en plus des Raiders, tu vois, ça, dans quelques années, ça semble même plus impossible, tu vois, alors qu'il y a encore 5 ans, ils avaient personne, tu vois, donc mais quand tu vois ce qu'ils font au niveau du hockey, là, ils vont accueillir une franchise MLB dans quelques saisons, etc., etc. Bon, c'est vrai que c'est ce genre de ville-là qui, à terme, pourrait concentrer pas mal de choses. Quelque chose à ajouter sur le possible, peut-être, déménagement des Chiefs, mon Bertrand, ou c'est bon? Écoute, non, on a fait le tour. Moi, je pense qu'après, N'hésitez pas à vous donner vos avis en commentaire. Voilà, si vous voyez, commentez le post du podcast sur Twitter, sur Facebook, comment vous voyez, vous, cet éventuel déménagement des Chiefs de Kansas City, ça nous intéresse. En parlant de vos avis, nous avons, et je le rappelle, ouvert un Discord qui est ouvert à tout le monde, donc chacun peut venir discuter sport US avec l'équipe de TFA. Il y a une 110, je crois, 110 membres à peu près. On discute MLB, on discute NFL, on discute NHL, on discute NBA. Tout ça dans la bonne humeur, ça se passe très très bien, tout va bien. Si vous voulez le lien pour rejoindre le Discord, il se trouve sur les en-têtes de tous nos réseaux sociaux. Donc sur Instagram, vous avez le lien, sur X, vous avez le lien, sur Facebook peut-être aussi. Bref, voilà, vous avez de quoi choisir et n'hésitez pas, nous acceptons tout le monde tant que les personnes sont respectueuses et sont amoureuses de sport américain. Peu importe votre franchise, peu importe le sport que vous aimez, vous serez les bienvenus dans l'équipe de TFA. Et puis on en profite, tant qu'on a ce Discord-là, pour demander aux gens quelles sont les questions qu'ils voudraient qu'on aborde pendant le podcast. Et on a eu une question aujourd'hui, mon cher Bertrand. Enfin, on en a eu 4 pour être totalement honnête, mais les 3 autres, je les garde pour la semaine prochaine pour le podcast spécial draft parce que ça concerne la draft. Donc, j'en ai eu une qu'on va poser aujourd'hui. La question est quelle franchise qui a terminé dernière de sa division en 2023, vois-tu être championne de division en 2024? C'est ce qu'on appelle dans la NFL le Zero to Hero, donc passer de 0 à héros. Ça arrive quasiment tous les ans, hein. J'ai pas les chiffres en tête, mais presque tous les ans, on a une franchise qui a terminé dernière de sa division et qui finit en tête. L'an dernier, c'était, je vous le donne en mille, les Texans de Houston. Cette année, qui va être l'heureux élu qui va passer de dernier de sa division à premier? Alors, tu as le choix, si je fais les divisions vite fait dans ma tête, tu dois avoir, pour l'AFC Est, c'est les Patriots, tu me dis si je dis une bêtise. Oui, non, pour l'AFC Sud, c'est les Titans, pour l'AFC Nord, c'est les Bengals, pour l'AFC Ouest, c'était qui en AFC Ouest qui avait fini dernier l'an dernier? Broncos, non? Les Broncos, non, les Chargers.
Les Chargers, oui, pardon, excuse-moi. Les Chargers qui avaient fini dernier. Donc on a les Chargers. Pour la NFC Ouest, c'est les Cardinals. Pour la NFC Est, c'est les Commanders. La NFC Sud, c'est les Panthers. La NFC Nord, c'est les Bears. Je te donne J. Tu prends qui dans ces 8? Tu peux m'en donner 2 si t'en vois 2. Hein. Un dans NFC et un en AFC, par exemple. Allez, c'est parti. Bon, écoute, moi, je tente le coup du gros choix de Caleb Williams à la draft, de la bonne intégration de Keenan Allen, même s'il y a beaucoup de trous dans l'équipe. Et puis, là, je suis fifou, parce que, comme dirait Seb, parce que c'est une grosse division quand même entre Détroit, Green Bay et Minnesota. Surtout Green Bay et Détroit qui sont le vent en poupe. Mais pourquoi pas, puisque de toute façon, c'est d'irrationnel également, vu que parfois... Allez, les Bears. Les Bears, voilà. Les Bears. Et en AFC, tu en prends un ou pas? L'AFC, très rapidement, je tente sans justification ou argumentation, les Bengals. Allez, parce que les Bengals. Tu sais que moi, je vais prendre la grosse cote. T'es prêt? Tu vois, ça va rejoindre les prédictions foireuses de la saison 2024, alors qu'on n'a même pas commencé les prédictions. Mais alors là, notez-le tout de suite, et comme ça, je vais faire décoller notre popularité sur les réseaux sociaux. Le Zero to Hero ira aux Chargers de Los Angeles. Ouais, après, voilà. c'est encore un petit peu juste. Ils seront champions devant les Chiefs. Et là, on va encore nous dire, de toute façon, vous n'aimez pas les Chiefs. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste que j'aime bien les prédictions audacieuses et j'avais pas envie de mettre les Panthers. Voilà, c'est comme ça. Et puis, il va falloir surtout des receveurs chez les Chargers. Oui, alors ils ont dit qu'ils allaient jouer sur le jeu de course, mais c'est vrai que ce serait bien quand même de prendre un receveur ou deux, parce que bon, tout sur le jeu de course, ça va quand même être compliqué. Hein. Surtout que Justin Herbert est un très bon quarterback, mais c'est pas Lamar Jackson à la course, quoi. Donc bon, va peut-être falloir quand même y penser. Merci mon cher Bertrand pour cette petite heure passée ensemble. On remercie une nouvelle fois nos deux amis Aurélien et Texan CFR qui sont passés nous voir, et vous n'hésitez pas à aller suivre leur compte, le compte notamment Texan CFR sur X. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de la draft NFL à venir. On aura donc des invités et on aura surtout plein de questions à poser sur cette draft NFL, sur les parcours universitaires de ces jeunes prospects qui viendront tenter de relever le défi de la NFL en 2024. Encore merci mon Bertrand d'avoir été là. On salue une nouvelle fois Seb qui n'a pas pu être avec nous, mais à qui on pense fort quand même. Et on vous dit à très vite. Bonne semaine à tous. Ciao tout le monde. Merci à toi, une bonne semaine à tous. À bientôt.